moi, en lisant l'argumentaire de la journée, donc cette question qui était pourquoi le travail avec les parents est-il toujours aussi difficile? Et ça m'a ramené effectivement bien en arrière, parce que cette question, je crois qu'elle a habité toute ma carrière professionnelle de psychologue clinicienne en protection de l'enfance, près de 40 ans. Enfin non, je dirais pas au début, parce qu'au début j'ai démarré en 1974, et en 1974 on n'avait pas grand-chose à faire du travail avec les parents. À l'époque je travaillais plutôt dans des internats pour des jeunes dits à protéger ou cas sociaux, ou la loi de 45, délinquants. Et on pensait sincèrement que les parents étaient les uniques responsables de tous les problèmes de leurs enfants, puisque même quand il y avait des problèmes à l'internat, de passage à l'acte et de comportement, l'équipe éducative pensait que le mieux c'était d'espacer encore les visites avec les parents, puisqu'ils étaient vraiment quand même considérés comme des parents plutôt nocifs. Ce n'était pas une punition pour l'enfant, on pensait faire bien d'enfants, c'est-à-dire les retirer un peu de leur eau viciée dans l'aquarium et les mettre dans une belle eau dans notre prise en charge éducative. Personnellement, j'étais pas non plus, j'étais jeune professionnelle, mais pas très satisfaite de ça, parce que j'avais quand même pas mal de ces jeunes à avoir en bilan psychologique, et je me souviens que je retrouvais tous des traits dépressifs. Alors, après m'être posé des questions sur la validité de mes interprétations, j'ai vite compris que quand même ces traits dépressifs étaient surtout liés au fait que justement ils étaient très coupés de leur famille, et je voyais aussi que le jour de leur majorité, vraiment à la date de leur majorité, où quittaient le foyer, ils n'avaient de cesse, même en ayant été coupés entre guillemets pendant des années de leur famille, de retourner dans leur famille. Donc ça m'avait quand même beaucoup interrogée. Puis rapidement, donc j'ai travaillé en milieu ouvert. C'est là que je vais faire le plus long de ma carrière, ce qu'on appelle AED maintenant, donc ce mandat administratif entre aide et contrôle. Et là c'était de bon ton par contre de travailler avec les familles, puisque quand même l'objectif du milieu ouvert est quand même d'éviter autant que faire se peut le placement. Mais là, parfois, je dois dire que je me sentais quand même assez démunie, parfois, face aux familles. J'avais l'impression d'avoir un gros cartable avec pas mal de savoir de mes 5 années de psychologie, un peu en psychanalyse, parce que bon, on baignait beaucoup dans la psychanalyse à cette époque-là, du développement de l'enfant, de la psychopathologie, mais quelquefois, les réponses avec les parents n'étaient pas si évidentes que ça. Parce qu'au fond, et j'ai pu vérifier que c'est encore vrai maintenant, c'est que dans nos études de profession, que ce soit, je pense, psychologue, éducateur, assistants sociaux, je trouve qu'on a beaucoup de choses sur le diagnostic, l'expertise et tout ça, mais le comment faire avec les parents, pas grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, on n'avait même pas fait simuler un entretien avec un parent ou avec un enfant. C'était que des connaissances et du savoir. Donc, comme d'autres collègues, j'ai cherché un peu des formations complémentaires qui pouvaient m'aider, etc. Et donc, c'est là que dans les années 80 donc, que j'ai commencé une formation en systémie et thérapie familiale. Alors là, il y a eu déjà des choses quand même plutôt positives pour moi. Déjà, j'étais moins dans une approche individuelle, mais bien sûr beaucoup plus relationnelle. On travaillait avec les interactions, donc on approchait plus la complexité quand même des situations, en tout cas de mon point de vue. On recherchait pas forcément la cause, on travaille plus dans la finalité. Il n'y a pas une cause, il peut y avoir plusieurs causes au même phénomène. Et puis, on travaille beaucoup plus sur le présent, le futur, que sur le passé. Moi, je m'y retrouvais mieux. Et surtout, c'est ce que je cherchais, ça redéfinissait quand même un peu la relation du professionnel avec les parents, qui était moins celui qui savait, qui était dans une certaine verticalité, mais j'ai appris à travailler avec ce qu'on appelle la position basse, donc de dire à la famille que aussi elle sait. Bon, des fois, je trouve que
la question est un peu vite dite, parce que dire aux familles non mais c'est pas moi qui sais, c'est vous qui savez, alors que les gens sont quand même dans des problèmes, c'est des fois un peu délicat, mais bon, globalement, la systémie, je dois dire, m'a apporté beaucoup. C'est quand même toujours un peu ma terre de référence. Je travaillais un peu donc, plutôt par des hypothèses, des petites stratégies et tout. Et donc il y avait quand même quelques effets plutôt positifs par rapport à avant, donc qui étaient plutôt encourageants. Mais là encore, je n'étais pas totalement satisfaite. D'une part, je trouve que le temps du changement avec la systémie-thérapie familiale et le temps d'un mandat, par exemple, ça ne coïncide pas toujours. Je trouvais, en tout cas pour ma part, parce que j'ai vu qu'il y avait des collègues qui ont continué dans cette voie, pour ma part, je trouvais que je ne pouvais pas vraiment adapter ça à tous les types de familles qu'on rencontre en protection de l'enfance. Et puis, j'étais, moi, parfois, des fois mal à l'aise, parce qu'effectivement, dans la formation, on nous apprenait à manier le paradoxe, mais je trouve que manier le paradoxe en protection de l'enfance, c'est aussi assez délicat. Et voilà. J'ai mis quelques mois à avoir le droit d'avoir quelques chauffeuses dans mon bureau pour pouvoir recevoir plusieurs personnes, parce qu'avant j'avais que 2 chaises face à un gros bureau métallique où les gens ne peuvent même pas mettre leurs genoux parce qu'il n'y a pas de place derrière. Donc ça a changé quand même des choses dans la relation avec les personnes. Mais j'ai quand même continué un peu à chercher. Et c'est donc en 1990, premier congrès en France sur la médiation familiale qui a eu lieu à Caen. Et là, comme beaucoup de collègues, j'étais attirée vers cette idée de médiation, vers cette idée qu'avec un tiers médiateur, des gens pouvaient trouver par eux-mêmes leurs solutions plutôt que les décisions leur soient confisquées. Bien sûr, j'étais pas dans le cadre de la protection de l'enfance, puisque c'est surtout dans le cadre de la séparation conjugale, mais le fait qu'effectivement, là aussi, la place du professionnel n'était pas une place de sachant, m'a beaucoup attirée. Et donc, j'ai fait une formation aussi, après des années en systémie et de médiation. Là, donc, on travaillait avec quand même un a priori de compétences. Ce pas des personnes qui sont suivies en protection de l'enfance. Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'était ce changement de posture radical, où on n'était plus un sachant, mais un accompagnant. Et donc d'apprendre et d'essayer autant que faire se peut, d'être dans une neutralité pour que ça reste totalement l'affaire des personnes qui sont des parents, donc en conflit. Mais alors, à l'époque, donc on lui disait dans la formation, parce qu'on était beaucoup de la protection de l'enfance. Moi, j'étais dans une promotion, je me souviens, on devait être une vingtaine. J'étais la seule psychologue, mais on était au moins 18, je crois, bon, j'exagère peut-être un peu, 16 ou 18 de la protection de l'enfance. Tellement on a été attirés vers un mode qui nous paraissait responsabiliser positivement les personnes. Mais on nous disait, ah là là, la protection de l'enfance et la médiation, ça ne va pas du tout ensemble. Là, il faut que vous désappreniez, c'était vraiment désapprendre, déconstruire tout ce que vous avez appris dans vos formations initiales pour faire de la médiation. C'est vrai parce que c'est complètement antinomique, le monde de la médiation et de la protection de l'enfance. En médiation, donc, on est sur la libre adhésion des personnes, sur les compétences, sur leur autodétermination, leur liberté. En protection de l'enfance, peu ou prou, on travaille avec la contrainte, on travaille avec le contrôle. Donc, c'est complètement, effectivement, opposé. Mais comme je suis pragmatique et pugnace de tempérament, moi je me suis dit, il y a quand même quelque chose là qui me paraissait vraiment intéressant. Donc d'une part, j'ai commencé sans changer ma casquette de psychologue, parce qu'on m'envoyait forcément toutes les situations plus délicates, de danger psychologique et tout ça. J'ai commencé à expérimenter dans mon travail donc certains principes que j'apprenais en médiation, sans changer de casquette, etc. Et là, je voyais quand même des effets plutôt positifs, structurants, parce que ça mettait déjà les personnes dans une place de responsabilité. Donc ça m'a paru vraiment intéressant.
Deuxièmement, une chose que j'ai donc dans l'équipe de protection de l'enfance où je travaillais, donc j'avais introduit une réflexion autour du fait de comment parler avec les parents des difficultés des enfants, mais dans des termes acceptables et entendables. Parce que souvent, effectivement, dans notre domaine, on dit « Ah, le parent, il est trop comme ci, ou il n'est pas assez comme ça, ou la mère, elle est trop fusionnelle, etc. » Ce qui peut, même si on met un peu des rondeurs en général quand on parle avec les parents, être vite un jugement du parent. Et là, avec la médiation, je me suis dit, mais voilà, il faudrait qu'on parle des besoins insatisfaits des enfants. C'était bien avant la loi de 2007 et 2016, mais parce qu'effectivement, en parlant des besoins, alors on ne parle pas de la cause, on ne parle pas de la solution, on nomme effectivement un constat par rapport à l'enfant. Donc ça a été un plus au niveau de l'équipe. Puis la troisième chose que j'ai fait, c'est que je me suis envolée vers le Québec, parce que je savais forcément que la médiation, elle est née en Amérique du Nord, aux USA plutôt, 10 ans après au Québec, et 10 ans encore après en France. Donc ils avaient 10 ans d'avance sur nous. Et donc, il y avait des personnes qui avaient déjà réfléchi à quoi faire en protection de l'enfance. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré celle qui va devenir mon amie et avec laquelle on va élaborer l'approche médiation, Pierrette Brisson, qui était directrice donc d'un service de protection de l'enfance et qui commençait, on n'appelait pas ça approche médiation, mais à utiliser certains principes et processus de médiation en protection de l'enfance. Donc c'est avec Pierrette que pendant des années, donc elle m'a beaucoup transmis, je dois dire, et puis ensuite, elle était travailleuse sociale au départ, moi psychologue, on a élaboré donc une méthode qu'on appelle approche médiation, qui s'inspire donc de la médiation dans l'esprit, dans le processus, je vais y revenir un peu plus en détail, mais qui effectivement prend en compte la réalité de la protection de l'enfance. Ce qui fait que, et j'insiste toujours dans les formations là-dessus, même avec un diplôme d'état de médiateur, pour moi, on ne peut pas faire de la médiation en protection de l'enfance. Par contre, donc, utiliser peu ou prou certains principes de la médiation, oui. Donc, là, ce que je voudrais juste terminer là dans ma petite introduction, c'est vous dire, de mon point de vue, les atouts de cette approche médiation. C'est d'une part, alors, pour moi, c'est qu'elle s'adapte à la plupart donc, des familles rencontrées en protection d'enfance, depuis le travail avec un parent seul, jusqu'à l'appréhension de systèmes familiaux plus complexes, famille élargie, beaux-parents, grands-parents, famille d'accueil, famille naturelle. C'est aussi, ça permet à la fois une visée concrète par rapport à la protection de l'enfant et une prise en compte positive des parents, qui résout quand même un paradoxe dans lequel on est souvent confronté, qui est de si est-ce qu'on prend en compte plutôt l'enfant, c'est notre mission première, ou effectivement les parents. Et puis donc, elle offre une méthodologie précise qui permet par étapes, j'allais dire, d'atteindre l'objectif qu'on a pu se fixer d'un commun accord avec la famille. Donc, des parents, ça rend forcément les parents plus collaborants, puisque depuis le début, ils sont associés à la démarche. C'est évidemment, je dirais qu'on augmente l'efficience par rapport à l'enfant, ou en tout cas, on réduit nos zones d'inefficience. Et puis pour les travailleurs sociaux, et je le vois quand même maintenant avec le recul des gens qui sont formés à la médiation, c'est un côté moins inconfortable que d'habitude et plus gratifiant, parce qu'on est dans un autre type de relation avec les familles. Donc, je ne vais pas développer ici tout l'ensemble de l'approche médiation. S'il y a des personnes qui s'intéressent, voilà, il y a des livres qui ont été écrits dessus et la formation à l'approche médiation. Mais j'ai choisi de développer ici, dans le temps qui m'est imparti, 2 points forts de mon point de vue de cette méthode. Donc,
premier point fort, c'est justement ce que j'appelle comment on tient les deux bouts. Les deux bouts, c'est à la fois les exigences de protection pour l'enfant et un autre type de relation avec les parents. Donc le premier bout avec lequel on doit toujours être au clair, qu'on soit psychologue, éducateur, assistants sociaux, qu'on travaille en internat, en milieu ouvert ou n'importe, on a toujours un travail à minima ou à maxima d'évaluation évidemment de l'enfant. Ce travail d'évaluation autour du risque de danger ou du danger. Eh bien, ce travail donc d'évaluation, on va le faire sous forme de besoins à satisfaire. Alors vous allez me dire, ben oui, c'est dans la loi de 2016. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'était un peu antérieur pour nous, mais en termes de besoins à satisfaire. Mais là, attention, parce que je vois quand même si maintenant je suis un peu moins active dans le milieu professionnel, mais je vois quand même un certain nombre de dérives, me semble-t-il. D'abord, les besoins à satisfaire de l'enfant, donc il ne s'agit pas d'un idéal pour l'enfant, ni même du souhaitable pour l'enfant. Je dirais qu'on va viser ce qui lui est juste nécessaire pour sortir de la zone de danger ou à risque et lui offrir des conditions de vie suffisamment acceptables pour qu'il puisse continuer son développement. Parce que moi j'ai vu récemment, depuis que effectivement la loi de 2016 est sortie, c'est presque comme si on devait comparer chaque enfant au référentiel de tous les besoins généraux des enfants. Mais alors là, du coup, moi je vous prédis qu'il faut multiplier par 10 ou 20 les effectifs de la protection de l'enfance, hein, parce qu'effectivement, même nos propres enfants, je pense qu'il y a aussi des manques et des failles. Donc là, il ne s'agit pas, encore une fois, de partir d'un référentiel, il s'agit d'un problème, d'un symptôme posé par l'enfant et on va aller décoder donc par évidemment l'entretien avec l'enfant, avec la famille, avec tout ce que notre arsenal habituel pour aller voir à quel besoin précis pour cet enfant-là, dans ce contexte-là, ça correspond. Ce n'est pas la même démarche. Parce qu'effectivement, ça a été souligné ce matin, la même cause peut ne pas produire les mêmes choses avec des enfants parce qu'ils ont aussi leur singularité. Et donc, le même symptôme, prenons, je ne sais pas, de l'instabilité motrice, par exemple, qui serait importante dans le cadre scolaire, peut-être qu'en creusant, on va voir que ça correspond à un besoin de sécurité pour l'enfant, ou un besoin de se sentir valorisé, ou peut-être un besoin d'être plus cadré éducativement. Ça, on va le voir parce qu'à partir de notre travail d'évaluation. Mais donc, c'est vraiment à partir du problème et de l'enfant, vraiment, enfin de l'enfant ou du jeune, je dis enfant, mais vous avez compris que ça peut aller jusqu'à un certain âge. De la même façon, donc, j'ai dit parents, je veux dire tous les adultes finalement en responsabilité de l'enfant. Les besoins, travailler avec les besoins, comme on le fait d'ailleurs en médiation, parce qu'en médiation, quand vous avez des parents qui sont, un couple qui est en conflit très fort, qui n'arrive pas à régler par eux-mêmes, et donc habituellement c'est l'avocat ou le juge qui va régler le problème, ce qui va aider à ce qu'ils trouvent par eux-mêmes des solutions, c'est qu'effectivement, on va recadrer la situation en termes de besoins à satisfaire. C'est-à-dire, on va aller chercher quels sont les besoins de monsieur, de ce monsieur-là, de madame. Et les besoins, on peut les combiner. Ils ne sont pas négociables. On n'a pas besoin de comprendre les besoins de quelqu'un d'autre. On a besoin de les faire entendre et de les faire prendre en compte. Ce n'est pas la même chose. Et après, dans la façon de les satisfaire, là, effectivement, on peut ouvrir des possibles. Donc, pour l'enfant, il y a donc oui. Donc, pour l'enfant, ce que je disais, c'est que, premièrement, ce n'est pas un idéal, ni même ce qui est souhaitable, mais ce qui est juste nécessaire pour le sortir de la zone de danger ou à risque. Par exemple, prenons un exemple qui fait légion dans les milieux ouverts, c'est justement les conflits persistants entre parents divorcés.
Donc là, on dit maintenant que c'est pratiquement plus de 50% de population de protection d'enfants. Bien, moi, je vois des collègues, et peut-être moi-même, je me suis évertuée pendant des années à essayer de voir comment ces personnes-là peuvent apaiser leurs conflits, voire ne plus être en conflit pour devenir des parents à peu près coopérants. Et là, on s'épuise et on n'y arrive pas. Si je vise à sortir l'enfant de la zone de danger, alors je me dis, qu'est-ce qui met en danger l'enfant? Ce qui met en danger l'enfant, vous le savez bien, c'est d'être témoin des conflits entre les parents. Parce qu'il y a des tas de parents qui peuvent être en conflit, sauf qu'ils ont l'intelligence, l'intuition, tout ce que vous voulez, de tenir leurs enfants en dehors des conflits. Je me rappelle un couple, d'une médiation d'ailleurs qui n'a pas pu aboutir. Quand ils rentraient dans la salle de médiation, ils se traitaient de tous les noms, de poissons pourris, je ne peux pas vous dire exactement. En plus, c'était des gens qui avaient beaucoup de biens, ils avaient je ne sais pas combien d'avocats chacun. Sauf que ces parents-là, par exemple, ils avaient leurs enfants, le juge avait mis à l'essai l'hébergement alterné à la semaine. Donc, ils prenaient leurs enfants chacun, une semaine, mais ils ne disqualifiaient jamais le parent devant les enfants. Ces parents-là, ils ne se retrouvent pas en protection d'enfants. Ceux qui se retrouvent en protection d'enfants, c'est parce qu'ils ne tiennent pas leurs enfants en dehors des conflits. Donc, si je ramène l'objectif du travail à monsieur, madame, donc est-ce que vous seriez d'accord de voir comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez décider pour tenir vos enfants en dehors des conflits? D'une part, on évite beaucoup mais non, de toute façon, c'est pas moi, c'est toujours elle qui commence, etc. Parce qu'en général, quand même, la plupart de ces parents sont conscients que ça met à mal les enfants. Et donc, ils peuvent être preneurs de cette façon de travailler, et donc, on met la barre moins haute que de réduire totalement les conflits. D'autre part, ce que je voudrais insister sur cette histoire de besoin, c'est il ne faut pas, faire attention que le besoin, ça n'est pas le moyen de satisfaire un besoin. Je veux dire par là, ou la cause qui a pu le provoquer. Par exemple, si je dis à des parents que leur enfant a besoin, parce que ça c'est nos référentiels professionnels, d'avoir une autonomie plus grande, ou de pouvoir faire ses propres expériences, ça ne sera pas entendu de la même manière que si je dis en gros à la mère qu'il faudrait qu'elle lâche les baskets à son gosse, ou dans des termes plus châtiés, qu'elle soit un peu moins fusionnelle avec lui. Que dans ce cas-là, effectivement, elle ressent un jugement. Si je dis qu'il a besoin d'autonomie, je ne préjuge pas de la cause, qui peut être effectivement multifactorielle, comme on l'a dit ce matin, ni non plus de la façon de satisfaire ce besoin, que je vais peut-être pouvoir négocier, entre guillemets, avec les parents. Différencier aussi un besoin de la demande. Par exemple, un jeune qui vous dit, alors ça a été... j'ai eu cette situation évidemment de nombreuses fois, qu'il a besoin de ne plus voir un parent ou qu'il a besoin d'aller vivre chez son père ou chez sa mère, ça, en général, c'est la solution qu'il a à un problème qu'il faut prendre le temps de décoder pour aller voir quel est son réel besoin dessous, qui peut être très différent d'un enfant à l'autre. Donc, ça, c'est important d'être pour les exigences de protection par rapport à l'enfant, quand on travaille en protection de l'enfance. Donc, c'est à la fois l'ancrage et la boussole de toutes nos interventions. Et c'est important d'être au clair. Maintenant, là où on a moins l'habitude, c'est donc dans cette attitude différente, donc vis-à-vis des parents. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une attitude, je dirais, de prévenance ou résolument positive vis-à-vis des parents? C'est non seulement de faire attention à ce qu'ils disent, mais surtout de donner du poids, de la validité à ce qu'ils disent, à leurs propos, même si ceux-ci paraissent difficiles à entendre et à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va partir du postulat que même un comportement déroutant, incohérent, voire dommageable à l'enfant, a un sens pour le parent qu'il faut prendre le temps de décoder et valider. Et quand je dis là valider, c'est très important d'entendre que ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ou qu'on cautionne.
Ça veut dire qu'on entend et qu'on donne de la validité à ce sens. Ça peut avoir ce sens-là. Donc, que l'adulte a ses bonnes, entre guillemets, raisons de penser et d'agir comme il le fait. Prenons un petit exemple d'une collègue qui intervenait auprès d'une maman qui est en prison. Et cette maman qui est en prison, elle a 5 ou 6 enfants, je ne me souviens pas bien, c'est le beau-père qui s'en occupe, c'est pas le problème. Sauf que elle refuse absolument tout contact avec ses enfants, ni téléphone, ni visite, ni courrier, rien du tout. Donc là, il y a une mesure d'AEMO, je crois, et donc l'éducatrice d'AEMO va voir la maman en prison. Si elle part un peu trop vite, comme on a l'habitude des fois de le faire, d'essayer de faire prendre conscience à cette maman que effectivement les enfants ont absolument, pour le coup, besoin d'avoir un minimum de contact avec elle, en général, je veux dire, on va perdre cette maman parce qu'on ne l'a pas rejoint suffisamment dans ce qu'elle vit, elle. Et moi, j'appelle ça, c'est qu'il faut se faire capacité à entendre. C'est pas si facile que ça. Parce qu'on a en général notre cartable qui est bien fourni avec nos savoirs, nos ordonnances, nos mandats, etc. Mais là, si vraiment on veut aller écouter quelqu'un d'autre, que ce soit en protection d'enfance ou ailleurs d'ailleurs, qui est vraiment, on l'a vu aussi ce matin, comme dans le jeu là, des acteurs, on est vraiment sur 2 planètes différentes. De toute façon, l'autre est toujours une planète, hein, même dans votre couple. L'autre est aussi une planète différente. Des fois, on a bien du mal de se comprendre. Hein. Il y a des malentendus aussi très fréquents. Si on veut vraiment s'entendre, alors on doit laisser son cartable et s'aventurer. L'image que j'ai, c'est qu'on s'aventure sur un pont, des fois une petite passerelle, pour aller jusque la planète ou le monde de l'autre. C'est-à-dire essayer de comprendre de l'intérieur sa logique, sans jugement, en acceptation, et donc de pouvoir reformuler ce qu'on entend pour que la personne voit si elle se sent vraiment entendue. Or, le plus souvent, ce qu'on pratique tous, moi aussi, hein, ça m'arrive, c'est le oui, mais. Même dans mon couple, hein, je veux dire, si mon mari n'a pas le même point de vue que moi, j'ai l'impression d'écouter, mais je fais rapidement « oui, mais ». Et puis là, je vais développer mon point de vue un peu plus longuement que d'avoir écouté le sien. Mais aller sur le pont pour aller rencontrer l'autre, c'est effectivement s'aventurer sans nos cartouches, sans nos filtres, etc., d'essayer vraiment de se faire capacité de prendre ce temps-là. Et par exemple, donc, revenons parce que je l'avais oublié, la mère qui est en prison, si l'éducatrice prend le temps d'écouter cette mère pour comprendre ce qui se passe, ce qu'elle a entendu, c'était une personne qui faisait justement la formation approche médiation, c'est qu'en fait, la maman, c'était sa façon à elle, elle avait honte d'être en prison, et elle voulait protéger, en gros, c'était ça, que ses enfants ne soient pas mêlés à la prison. Qu'au fond, paradoxalement, cette éducatrice a découvert que c'était sa façon à elle d'être une bonne maman, d'avoir l'impression d'être une bonne maman en protégeant ses enfants de la prison. Alors ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, hein, mais j'allais dire de passer par cette étape-là, elle est capitale, parce que sinon, moi c'est ce que j'appelle, après vous ne pouvez pas embarquer et être dans un nous qui va être productif pour essayer de co-construire quelque chose. Donc, il faut à la fois donc, se faire capacité à entendre, et puis ensuite, comme pour les jeunes, j'ai envie de dire, mais différemment, on va aussi, en écoutant, en reformulant, donc ça c'est Rogers, hein, vous avez tous entendu parler, l'écoute active, etc., on va aller jusqu'au décodage de leurs propres besoins. Sauf qu'à la différence, c'est que pour les besoins des enfants qui sont non satisfaits et qui sont des exigences de protection, pour moi, on le fait à partir de nos référentiels professionnels. Et donc, j'allais dire, ce n'est pas quelque chose qui se négocie avec le parent, voire même, encore une fois, avec le jeune. C'est quelque chose qu'on doit faire entendre à la famille. Même si, effectivement, ils ne le comprennent pas. Par exemple, oui, c'est arrivé dans certaines cultures, si on dit que
pour nous c'est inacceptable, par exemple, de taper sur un enfant. Ben, oui, on peut tomber sur un parent qui dit, mais enfin, d'ailleurs, je vous donnerai des exemples parce que je me suis cassé le nez plus d'une fois sur ces situations. Eh bien, je veux dire, sur un parent qui estime que ça fait tout à fait partie de l'éducation. Puis là, on va être dans une discussion sans fin et on va monter la mayonnaise tous les deux à vouloir se convaincre. Tandis que donc les besoins des enfants, je dirais, ils s'imposent à partir de notre expertise professionnelle, mais les besoins des adultes, par contre, c'est de l'écoute active, et je dois essayer, parce que j'ai toujours des filtres, de dire, madame, si j'entends bien, quand vous dites ça, c'est donc que vous auriez besoin de... Et c'est la personne qui va valider comme en médiation, qui va dire, oui, c'est tout à fait ça, ah non, c'est pas ça là du tout, etc. Donc les personnes sont capables de valider, j'allais dire, leurs besoins à partir des propos qu'elles nous donnent et qui font que nous, on essaye de décoder, mais avec toutes les erreurs possibles hein, de nos filtres. Donc, on apprend aussi à débusquer donc, les besoins qui peuvent être sous des propos agressifs, sous une émotion forte, une attitude non verbale. Donc, mais je trouve, moi, en tant que psychologue, que c'est véritablement dans ce travail en dentelle par rapport aux personnes, parce que ce n'est pas des besoins généraux comme ça, qui sont les mêmes pour une telle et une telle, c'est telle personne, là encore, c'est véritablement là qu'on leur donne une place de sujet. Et ça, je trouve, c'est vraiment fondamental, et c'est vraiment un des points qui est capital dans les changements de pratiques qui sont nécessaires. Par exemple, un parent peut arriver, c'est arrivé aussi, ils arrivent et puis ils disent « Ah non, mais alors là, moi, ces deux-là, là, il faut que vous me les placiez, hein, parce que moi, j'ai besoin que vous me les placiez, hein, parce que j'en peux plus. » Donc ça ne veut pas dire, là non plus, que le besoin du parent, c'est qu'on place les enfants. C'est pas, j'allais dire, c'est, là encore, il va falloir écouter, décoder, peut-être que dessous c'est un besoin de pouvoir souffler, peut-être que dessous c'est un besoin de se sentir respecté parce qu'ils ne se sentent plus du tout respectés en tant que parents, ou de se sentir un parent suffisamment bon, alors que là ils se sentent en échec, etc. Et donc après, le deuxième point que je voudrais vous développer de cette méthode, c'est qu'à partir donc, du moment où on est au clair avec les exigences de protection en termes de besoins à satisfaire de l'enfant et qu'on est plus au clair donc avec un objectif de travail avec les parents, les besoins des parents, donc on va adopter une méthodologie qui s'inspire beaucoup, je dois dire, de la médiation, qui va permettre de faire avec, depuis l'évaluation jusqu'aux solutions. Pour ça, d'une part, l'approche médiation, je dirais, elle a une visée modeste. Ce que j'appelle la visée modeste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sortir l'enfant de la zone de danger, par exemple, dans les conflits, c'est donc, monsieur, madame, est-ce que vous seriez d'accord de réfléchir, qu'est-ce que concrètement vous pouvez mettre en place pour tenir vos enfants en dehors des conflits, de vos conflits. Donc on n'attaque pas le conflit de face, et effectivement, ça va être toute une réflexion, enfin on les accompagne pour qu'ils trouvent par eux-mêmes un certain nombre de décisions et d'options qu'ils vont plus facilement mettre en œuvre que tout ce que nous, on va leur proposer. Si par exemple, une situation de tension familiale, une famille élargie, enfin il y en a comme ça, les beaux-parents, etc., un objectif possible, qui reste modeste, ce qu'on va viser, c'est comme moi, si vous me donnez 3 mètres à sauter, ben, je ne les saute pas. Déjà 0,40 c'est déjà dur. Alors... Et donc, on dit par exemple, est-ce que vous seriez d'accord de réfléchir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que le climat familial soit un peu moins inconfortable? Vous voyez, on essaye toujours de viser, parce que on a plus de chances de succès et de leur faire vivre des succès si on ne vise pas trop haut. Donc, déjà, d'avoir une visée modeste. Et c'est pour ça que je dis souvent, et j'ai besoin de dire, par rapport à certaines interventions qui ont eu lieu avant moi, c'est que pour moi, l'approche médiation, ce n'est pas de la thérapie.
C'est pas de la thérapie en ce sens qu'on ne va pas viser à des changements plus en profondeur. On vise à aider à réaménager le vivre ensemble pour que, encore une fois, l'enfant puisse continuer son développement et ne pas être dans des situations de danger. Deuxièmement, en protection de l'enfance, si vous travaillez presque tous en protection de l'enfance, vous savez qu'on a des familles, entre guillemets, multi-problèmes. Il n'y a pas qu'un seul problème. Alors là, on dit qu'effectivement, un éléphant, on ne le mange pas en une seule bouchée non plus. Donc, on va travailler des situations qui sont complexes, mais au lieu de prendre toute la problématique qu'on reçoit comme ça en pleine figure, on va travailler après avec les parents par des petits objectifs concrets qui font que d'un petit objectif à un autre petit objectif. Et donc, on avance comme ça, pas à pas, dans les situations complexes. Et donc la troisième chose, toutes les situations qui sont de conflit, de contradiction, et donc où en général on se sent pris en étau entre deux positions. Donc je dirais grâce à ce processus d'approche-médiation, on va transformer donc le « ou » en « et ». Et ça change tout. Donc je vais quand même vous dire que, par exemple, une situation que j'ai eue très fréquemment, et je pense que vous aussi, un père, prenons un père qui a plutôt la main à l'est pour montrer le droit chemin à ses enfants, dont il semble s'écarter assez souvent. Eh bien avant, moi j'essayais comme mes collègues de faire comprendre à ce monsieur qu'il s'agissait là d'un comportement nocif, répréhensible et préjudiciable envers ses enfants. En général, c'était sans succès, et souvent même ce père ajoutait « mais vous dites ça, mais au contraire, regardez, moi j'en ai eu des coups de ceinturon et tout ça, puis je suis plutôt devenu quelqu'un de bien. » Bon. Et là, j'insistais, moi, je disais « oui, je comprends bien, monsieur, mais vous savez, ça s'appelle quand même de la maltraitance. » Et là, je sentais que non seulement je ne l'avais pas convaincu, mais je l'avais totalement perdu. Donc, avec l'approche médiation, j'ai appris, avec grande sincérité d'ailleurs, à dire « si je comprends bien pour vous, monsieur, mettre une gifle de temps en temps à ses enfants, c'est un moyen efficace pour les rappeler à l'ordre. Cela fait partie pour vous de l'éducation de nos jeunes, des adultes qui se tiennent debout dans la vie. C'est bien ça, monsieur ?» Alors là, il me disait un beau « oui ». Et là, je dis « ok, monsieur, j'entends, vous voyez, c'est pas je suis d'accord avec vous. » Et en même temps, et voilà mon « et », je dois vous dire que ce comportement, au regard de nos références professionnelles, est inacceptable. Alors seriez-vous d'accord pour que nous réfléchissions ensemble aux moyens concrets que vous pourriez mettre en place pour indiquer la bonne direction dans la vie à vos enfants, tout en tenant compte de ce qui est inacceptable pour nous socialement. Et là, à ce moment-là, on est dans une autre dynamique avec la famille. Moi, ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que croire aux compétences, aux capacités des personnes, malgré et avec leurs difficultés, ça ne relève pas d'une pensée naïve, bien au contraire. C'est un choix permanent à vivre au quotidien, dont il faut assez souvent raviver le sens profond. L'approche médiation redéfinit en profondeur la relation d'aide de façon moins asymétrique. Ce sont des rapports au savoir et au pouvoir qui se redistribuent autrement. Je pense qu'il faut du renoncement, de l'humilité même, pour considérer, quelle que soit la gravité de la situation, les familles comme partenaires, les associer dans la réflexion et partager avec elles le pouvoir des décisions. Bien évidemment, l'approche médiation ne peut venir à bout de tous les enjeux des situations particulièrement douloureuses ou dysfonctionnelles. Elle ne remplace pas non plus une approche thérapeutique devenue indispensable. L'approche médiation n'est pas non plus la nouvelle panacée du travail social, elle ne se substitue pas non plus à d'autres moyens d'action qui s'avéreraient pertinents de façon complémentaire ou non. Mais en choisissant volontairement de s'exprimer plus à hauteur d'homme qu'avec la verticalité de l'expert, en diminuant en quelque sorte, c'est à l'autre que nous accordons plus de crédit, plus de poids, plus de consistance à être. C'est là que se détermine la place de sujet et les conditions d'une véritable rencontre entre parents et professionnels.
Tout cela, à mon sens, touche aussi aux valeurs humaines qui ont conduit le plus souvent les professionnels que nous sommes à choisir leur métier et qui sont souvent si mis à mal par les injonctions des politiques sociales actuelles. L'approche médiation est avant tout un choix de posture professionnelle à apprendre et à mettre en œuvre qui repose sur des principes, mais surtout, je crois, au fond, qui s'éprouve au fond de soi, comme un désir d'être au monde et en relation avec les autres, y compris les plus cabossés et les plus démunis, tout à fait spécifique. Or, ce choix de posture professionnelle se pose à chacun d'entre nous, car si accompagner les familles est une volonté législative, cela ne garantit en rien la manière d'être en relation de chaque professionnel dans telle situation et à tel moment donné. C'est là que se situe l'espace du choix et de liberté de chaque professionnel, même dans un cadre contraint. Merci pour votre attention.